ou Tons et Récits, nunca mais saí dali, e coloca sempre a questão ao tradutor. Ok, ele está aqui a citar as tragédias gregas, ele está aqui a citar a Bíblia, ele está aqui a citar autores contemporâneos dele. O que é que uma pessoa vai fazer? Vai traduzir tudo diretamente, vai ver as edições que já existem, vai fazer o quê? O Hugo vai falar sobre os aspectos metodológicos que nós adotámos. Nós, obviamente, fomos verificar tudo aquilo que conseguimos encontrar, não sei quantas versões da Bíblia, as tragédias gregas, etc. Notas e notas e notas. E depois é a questão da plurivocidade semântica, da polissemia de alguns conceitos que ele utiliza, porque ele está a fazer um estudo cultural, obviamente, mas com âmbito, ou pelo menos com um âmbito de análise minimamente filosófico. Então, certos termos que ele utiliza assumem o caráter e o estatuto de conceitos. E esses conceitos têm que ser traduzidos de forma mais ou menos rigorosa, mas às vezes é impossível encontrar uma palavra portuguesa única que consiga traduzir aquilo que ele está a dizer. E o exemplo óbvio é a faute. Portanto, como a professora disse, isto enquadra-se no projeto dele que é o Finitude e Culpabilité, que é uma parte da filosofia da vontade, onde ele está sempre a tentar perceber o que é a vontade humana, como é que se consegue conceber a vontade humana, quais é que são as relações que se podem estabelecer entre a questão da liberdade humana e a questão da necessidade da natureza, portanto, a questão kantiana por excelência, e ele vai fazer isto em diversos domínios. E ele, na versão de 1960, que é, portanto, L'homme fini, o homem falível e a simbólica do mal, nós aqui só estamos a publicar a simbólica do mal, ele diz que quer fazer uma filosofia da faute. E o que é a faute? A faute vai ter uma relação com a falha, que é a falha propriamente dita. O homem falível é o homem que, bem, por vezes falha, digamos assim, é constitutivamente falível, não é infalível. Haveria muito a dizer sobre isto, eu não vou aprofundar, mas podemos discutir um bocadinho no final. Então, o que ele vai fazer é procurar as expressões da faute através dos símbolos do mal, e a faute há de ser em português simultaneamente, pelo menos, falta, no sentido de cometer uma falta, estar em falta perante alguém, estar em falta perante Deus, estar em falta perante uma instância jurídica, estar em falta perante alguém, portanto, cometer uma falta e ter culpa por essa falta, digamos assim. Portanto, a faute é as duas coisas. Então, foi-nos sempre difícil de gerir. Nós não podíamos traduzir em português filosofia da faute, não é? Obviamente. Ou a faute é isto, a faute é aquilo. Umas vezes é falta, outras vezes é culpa. Mas há aqui também poderia ser falha, porque faute em francês também pode ser uma falha no sentido geológico, digamos assim. Ou pode ser um erro ortográfico, uma faute. E tudo isso é muito difícil de traduzir numa língua estrangeira. Nós, enfim, servimos da tradução espanhola e inglesa que consultamos, etc. Tem estas dificuldades. Bem, não vou ocupar mais tempo, vou passar diretamente ao único verdadeiro tradutor que está aqui connosco, que é o Hugo, que vai falar um bocadinho mais sobre a tradução. Muito obrigado. Eu queria reiterar os agradecimentos ao Instituto Franco-Português, às edições 70 na pessoa de Pedro Bernardo, por ter acolhido a proposta de tradução da Simbólica do Mal. Bem, o Gonçalo e a professora Porto Carreiro já disseram muita coisa, não vou falar sobre o Ricard propriamente dito. Apenas algumas notas muito breves sobre a tradução em si, sobre aquilo que esteve em causa no nosso trabalho. Foi um prazer fazer isto. Além de um prazer, é um alívio estar aqui hoje por várias razões. Uma delas é a de que o trabalho finalmente acabou e nós nos conseguimos livrar daquilo, porque é de facto um texto enorme, muito complexo e que nos levou horas e horas. Felizmente tínhamos telefone grátis e a coisa resultou bem e porque foram, não sei, chegámos a estar 6 horas ao telefone porque não vivemos juntos ou não vivemos perto um do outro. E então tivemos muito tempo, horas, noite dentro, até 7 da manhã, julgo eu que uma vez, para tentar levar isto a bom termo. Eu queria dizer apenas que, relativamente ao Ricard, eu pensei dizer, o estilo do Ricard é na literatura filosófica nós podemos, talvez, muito abusivamente, eu não queria, isto são impressões minhas, não há nada de objetivo ou de muito objetivo aqui, mas, por exemplo, Ricard é um filósofo sistemático, se é que podemos dizer assim. A escrita do Ricard é uma escrita muito cerrada, muito lenta, digamos assim, é a impressão que me dá. Os textos do Ricard são textos que
obrigam a uma atenção permanente. O Ricard não é, a meu ver, digamos assim, um artista como penso no Rousseau, por exemplo, para quem a argumentação, o poder da argumentação do Rousseau virá do tom das palavras, da forma como ele escreve ou diz as coisas, o que obriga o tradutor a uma outra capacidade, a um outro entendimento do texto e coloca dificuldades ao tradutor diferentes daquelas que o Ricard coloca. E nesse sentido, o Ricard tem um estilo que nos obrigou a nós a seguir a argumentação a par e passo, a ter sempre presente a forma como o argumento estava encadeado, e o que coloca uma dificuldade, porque o argumento, sendo um argumento muito extenso, a certa altura perde-se o fio à meada e tem que se voltar novamente atrás e a recuperar e a relembrar aquilo que foi dito atrás para voltar novamente a dizer, devido a essa sistematicidade de pensamento que ele tem. Depois, dizer que já foi aqui dito, há um biógrafo do Ricard, julgo eu, que fala no Ricard como um ogre da leitura. Ricard lia muito e portanto, a viagem que o Ricard fez por todas as tradições do tempo, já o Gonçalo lembrou aqui muitas, é uma viagem que nós próprios também fizemos ao longo da tradução, que nos obrigou a rever previamente e em paralelo à tradução muitos textos que não estávamos já à espera de ver e de consultar. E, portanto, em relação a questões de método, essa proliferação de textos levou-nos a optar a fazer algumas opções relativamente à forma como citávamos os textos. Uma das opções que nós fizemos foi, desde sempre, nós já é o segundo texto, aliás, que nós traduzimos, e sempre optámos por tentar traduzir da língua original. E isto, para os textos citados pelo Ricard, na Simbólica do Mal, coloca um problema, porque são tantos os textos citados e as tradições são tão remotas, como, por exemplo, os poemas sumero-acádicos, que nos vimos confrontados com a impossibilidade de encontrar textos em português que nos valessem como, que nos auxiliassem depois no texto. E portanto, aí nós procurámos, ao longo da tradução, fizemos um apanhado de todos os textos que o Ricard citava, procurámos as traduções em português, que muitas delas estão editadas nas edições 70, por acaso. E portanto, fizemos um apanhado desses textos todos e optámos por usar as traduções já existentes no mercado e que, para nós próprios, não arriscarmos uma tradução em segunda mão. O caso mais especial aqui foi o caso da Bíblia. Como a Simbólica do Mal passa pela cultura judaica ou judaico-cristã, colocou-nos muitos problemas, porque julgo que não estou a errar quando digo que nós não sabíamos, a certa altura, que Bíblia teria utilizado o Ricard neste texto. Se a Bíblia dita católica, digamos assim, se a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém, a edição francesa da Bíblia de Jerusalém, teve a contribuição do Gabriel Marcel, que foi um dos mestres de Ricard no início, e nós pensámos que provavelmente, dada essa circunstância, que o Ricard talvez pudesse ter utilizado a Bíblia de Jerusalém. Portanto, optámos, a certa altura, por utilizar como base de trabalho a Bíblia Católica da responsabilidade da Ordem dos Franciscanos, mas como em certos passos aquilo que o Ricard dizia no corpo de texto, como por exemplo o termo péché, ou em que falava de pecado, e o exemplo, o certo que utilizava, falava em português, no francês estava traduzido como péché, mas em português a expressão tinha não pecado, mas iniquidade, por exemplo. E então nós aí optámos por, dado que a certa altura muitos casos destes se apresentavam,
cotejámos a tradução da Bíblia dos Capuchinhos com a tradução da Bíblia de Jerusalém. E fizemos mais ou menos uma tentativa de salvar o sentido do texto do Ricard para permitir às pessoas, para não, enfim, induzir a erro relativamente àquilo que o Ricard estava a querer dizer. Essas notas, ao mesmo tempo, também tivemos o cuidado de assinalar todas as ocorrências em que isso é nota de rodapé, todas as ocorrências que se verificaram e bom, dizer também que no final do texto a Simbólica do Mal tem muitos termos em grego. Na altura, eventualmente, a educação, no tempo da educação universitária, tornava o grego uma língua, não direi viva, mas de acesso aos universitários, e a edição francesa não tinha qualquer tradução do grego. Para facilitar a leitura aos leitores portugueses, decidimos fazer um glossário final, dos termos e expressões que existem em grego no texto, com os termos que não estão imediatamente assinalados pelo Ricard, ou traduzidos pelo Ricard no corpo do texto, e para isso contámos com a ajuda do professor Costa Macedo, que não está aqui presente, a quem eu também deixo um agradecimento. E bom, é o que me oferece dizer por agora. Pronto, muito obrigado pela vossa presença. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de me rendre compte que le mot faute a une très grande extension en français. Faute d'orthographe, faute au sens de péché. Je crois faute de frappe. Et faute de frappe, et faute de beaucoup de choses. Et je ne m'en étais jamais rendu compte. Je pense, par exemple, c'est vrai qu'il y a un mot portugais qui a une très très grande extension aussi, et qui a à voir avec la faute, d'ailleurs, c'est cobrar. Cobrar en portugais, en portugais du Brésil, ça sert vraiment à tout. Facturer, rendre responsable, et c'est un lien, enfin, je pense. Et oui, je voulais demander aux deux traducteurs, mais comment vous avez travaillé à quatre mains? Parce que déjà, quand on est traducteur, on travaille avec un fantôme qui est l'auteur, surtout quand il est mort, mais alors, travailler à quatre mains, d'accord, vous aviez une ligne de téléphone gratuite et un abonnement, mais ça doit être... Je vous remercie. Bon, je ne sais pas si ce micro marche, mais tout le monde peut m'écouter? Bon, voilà. Bon, je m'excuse pour mon ami Hugues, mais il a dû courir aux toilettes apparemment. Mais bon, ça fait partie de tout ce qui peut arriver dans un événement comme le nôtre. Et je vous remercie d'abord pour votre question. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. D'abord, enfin, je ne sais plus, on dit en italien traduttore e traditore, n'est-ce pas? Et donc chaque fois que quelqu'un veut passer par l'expérience de traduire un texte, il faut toujours savoir qu'on court des risques. Hein. Bon, ça c'est déjà évident tout d'abord. Puis, comment travailler à quatre mains? Ricard parlait d'ailleurs à plusieurs reprises de l'importance de l'hospitalité linguistique, disons. C'est-à-dire que le fait de traduire, c'est toujours déjà à la base interpréter. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber le rêve d'une traduction qui serait l'équivalent total d'une langue transposée dans l'autre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaie de faire cette opération de transposition, le sens va être transformé par la spécificité de la langue d'accueil, disons. Alors, travailler à quatre mains, c'est ajouter encore un degré de complication parce que la façon dont moi je traduis, avec ce que Ricard appelait mon monde du lecteur, c'est-à-dire mon langage est aussi l'ensemble des ouvrages que j'ai lus, parcourus, aimés, mon accès linguistique est médiatisé par ma propre expérience d'apprentissage, etc. Et il s'agit là de deux mondes différents, le mien et celui de mon ami. Alors c'est un effort incroyable, ça se fait que moi j'habite à Lisbonne
Et lui, il habite à Elfwange-Skening, c'est-à-dire au centre, nous sommes à peu près à 200 km, quelque chose comme ça. Bon, mais ça se fait qu'on se connaît bien, qu'on travaille ensemble dans le cadre du séminaire de la professeure Louise Portocarrel depuis des années, qu'on avait déjà traduit un texte beaucoup plus petit, Vivant jusqu'à la mort, aussi de Ricoeur, qui est aussi publié dans l'édition Justin. Et donc, puisqu'on se connaît bien, on commence déjà à savoir quelles options chacun de nous fait, et donc on se corrige mutuellement. Et donc, ça se fait que, par exemple, lui, il traduit toujours un petit peu plus que moi, parce qu'il est vraiment traducteur, et c'est moi qui vais tout réviser presque à la fin, par exemple. Et donc, à chaque fois, il y a des dissensus, comme la conseillère dirait, et donc, il faut qu'on les règle. Et je peux vous jurer qu'il y a beaucoup d'heures de travail passées dans ce processus, quoi. Bon, voilà. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais... D'autres questions? Il était fils de qui? Qui, Ricoeur? C'est une histoire compliquée. Il y a un terme en français pour dire ça. Je l'oublie. Il était... Enfin, quand on est orphelin et que c'est l'État qui nous prend en charge. Pupille de la nation. Voilà, il était pupille de la nation. C'est-à-dire que son père, il est décédé à la Première Guerre mondiale. Et donc, il avait toujours fantasmé de tout ce qui se passait à la Première Guerre mondiale. Quand il était jeune, il était pacifiste. C'est un point commun avec ça et avec Roland Barthes. Le fait d'être pupille. C'est l'absence du père. Ah bon, mais ça, toujours chez les philosophes. Écoutez, toujours chez les philosophes. Hegel, Kant, etc., il y a toujours une absence, soit du père, soit de la mère. Il y a quelque chose, je ne sais pas, par rapport aux conditions psychologiques, mais la plupart des philosophes ont été orphelins, soit du père, soit de la mère, soit parfois des deux. Je ne sais pas vous l'expliquer, je ne suis pas psychologue, mais il y a quelque chose à voir probablement avec les conditions psychologiques d'être face à l'absence, au néant, quelque chose comme ça. Le père, il était mort. Le père, il était mort dans la guerre, et je pense que sa mère, elle est tombée malade et elle est décédée quand il était tout petit aussi. Et aussi, il y a une sœur plus aînée que lui et qui est morte quand il avait, je ne sais pas, 13, 14 ans. Et donc, il a toujours vécu avec le deuil, disons. Et il n'a pas d'enfant. Oui, mais si, il a eu 5 enfants. Et il y a et c'est un rapport compliqué, mais là, je ne peux pas entrer là-dessus. Oui. Quelqu'un qui a écrit 25 livres et qui avait quand même 5 enfants, forcément ne pouvait pas s'occuper à temps entier de ses enfants. Il était connu comme une personne très gentille. Oui. Dans les moments les plus difficiles, il était très hystérique. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a eu un enfant qui s'est suicidé aussi. Oui. Et là, c'est un rapport assez compliqué. Parce que c'est quand il écrivait sur le mal, encore une fois, à la fin des années 80, qu'il a écrit son petit essai sur le mal. Et lorsque le livre est paru, c'est un rapport très compliqué. Son fils, il venait de donner les Gifford Lectures, qui étaient très importantes et qui ont été reprises dans Soi-même comme un autre. Alors, je voudrais arriver, je ne suis pas un philosophe ni professionnel du séminaire, mais j'ai quand même... on met le doigt dans une touche, il y a l'équilibre. Et j'ai sélectionné une seule chose, je suis né en 50. En 53, il fait un des premiers labos comparatifs entre Ricardo et Marcel. Oui. Et Jasper. Jasper, il est en Suisse, en Inde. Il est parti de Norvège, en guerre, avec sa femme, je crois. Et Jasper est mort et il était un psychiatre avant de devenir un philosophe. Et bon, voilà. Vous voulez que je fasse un commentaire sur cette... Je ne savais pas qu'il était qu'il était venu, pardon? Ah, de Marcel, oui. Mais Marcel, il a joué un rôle très important dans la formation de Ricoeur. Je dirais parce que Marcel, bon, philosophe existentialiste, ce qu'on pourrait appeler... Je ne sais pas si... Non.
Bon, Marcel, il a été connu par ce qu'on a pu appeler un existentialisme chrétien, même si lui, il refusait l'étiquette, disons. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers existentialistes reconnus en tant que tel, parce qu'on peut considérer Nietzsche et Kierkegaard comme des existentialistes, mais ils ne s'appelaient pas eux-mêmes, ils ne se désignaient pas existentialistes. C'est-à-dire qu'avant Sartre, avant des étiquettes, voilà, avant Sartre et Camus, disons, l'existentialiste était Marcel, mais d'un existentialisme assez différent, puisqu'un existentialisme, soi-disant, entre guillemets, chrétien. Et donc, il avait une approche très, comment dirais-je, très concrète de la philosophie. Il faisait ce qu'il appelait les vendredis de la philosophie chez lui. Et il a invité des jeunes. Il a invité des gens à venir discuter des problèmes philosophiques, mais ils étaient défendus de citer qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, on leur donnait à choisir une thématique. Ils disaient, bon, parlez-moi de la justice, par exemple. Et donc, Ricoeur, 21 ans, 22 ans, tout juste arrivé de la Sorbonne, etc. Il disait, bon, pour moi, la justice, et vous voyez qu'il a écrit des livres entiers après sur la thématique. Et donc, dans les années de formation, la principale préoccupation de Ricoeur, c'était de concilier l'existentialisme de Marcel et de Jaspers avec la phénoménologie qu'il venait de découvrir en 1934 en lisant une traduction anglaise des Idéennes. Et donc c'est lui qui va traduire le livre. D'ailleurs, quand il a été emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était au Hoflag, je ne sais pas où, en Poméranie occidentale. Et le philosophe, il va à la guerre. Il a juste l'espace dans son sac à dos pour un livre. Qu'est-ce qu'il va ramener? Eh bien, ce sont les idées de Husserl. Moi, j'aurais ramené un roman, mais non, mais Idéen, le grand livre de Husserl. Il a des notes. Il a annoté. Oui. Stalag. Oui. C'est le nom. Oui, du camp, oui. C'est parce qu'il est militaire quand il est en prison. Oui, voilà, exactement. Et ça, il s'est échappé. Voilà, mais non, mais Ricoeur, il s'est emprisonné. D'ailleurs, il avait la version. Il y a des écrits du Stalag. Oui, quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, vraiment, il n'y avait pas de dictionnaire. Il a traduit les Idéennes quand il était emprisonné. Il a traduit le livre de Husserl, s'appelle Idées. Husserl, il a ramené le livre. Qui est mort en 1938. Un petit peu après, je pense. Husserl, Husserl, c'est un rapport très compliqué parce qu'il a été persécuté par le nazisme. Dans l'édition de 1941 de Heidegger, la dédicace a été enlevée. A été supprimée, oui, parce que c'était une deuxième édition. Bon, voilà, c'est tout le problème. Heidegger était-il national-socialiste finalement ou pas? En France, c'est un débat énorme. Bon. Il y a quand même des écrits. Lorsqu'il était emprisonné? De 2 ou 3 ans qu'il est resté. Oui, il y en a, mais pas des morceaux. Oui, il y a surtout la traduction qu'il a faite, mais il y a aussi la préparation des brouillons de sa thèse de doctorat sur la volonté. Donc le premier tome, ce qui allait devenir après la symbolique du mal, etc., et qui s'appelait Le volontaire et l'involontaire, qui était une étude phénoménologique, donc inspirée de Husserl, de la volonté humaine, disons. Il y a ça. Et puis il y a des textes, il faut dire, qui sont un peu polémiques, qui ont été attribués à Ricoeur, des petits articles de cette époque-là, qu'on ne sait pas très bien s'ils sont vraiment de Ricoeur ou pas, mais il a vraiment commencé à publier après. C'est-à-dire que, bon, il a été libéré en 1945, et son premier livre était en 1947, enfin 2 livres d'ailleurs, sur Gabriel Marcel, Karl Jaspers, etc. Et puis la thèse de doctorat et la traduction de Idéen de Husserl en 1950. En gros, c'est ça. Bon, mais je vais me taire parce qu'il y a aussi d'autres questions. Em português também, se quiserem. Não sei se a professora quer dizer alguma coisa sobre a sua experiência em Paris. Eu gostei muito da apresentação da professora Luísa e da vossa. Não sabia que tinham trabalhado tanto sobre a verdade da tradução, mas é sempre muito bom ouvir e ver, pela vossa maneira de apresentar o tema,
que realmente fizeram esses caminhos. Falar de Ricard a gente nunca mais acabava, mas eu acho que o aspecto mais importante de Ricard é que ele continua ainda hoje a ser capaz de nos obrigar a estar aqui a falar sobre ele. Isso é aquele milagre profundo que tinha a escrita de Ricard e que tinha o espírito de Ricard, que eu acho que se ele expressava sobretudo na sua capacidade de questionar. Ele punha tudo em questão, punha-se a ele próprio, punha a sociedade, punha o grupo, punha o saber que lhe foi dado e ao pôr tudo em questão, dava a cada um de nós lugar para não ser o crédulo ou repetitivo. Eu acho que a grande contributo que ele nos dá, para além de toda a sua temática, que é mais atual, foi exatamente ter-nos chamado a sermos nós próprios, a não sermos obrigados a enfiar o chapéu e a dizer que está tudo certo. É preciso criticar. E criticar não tem aquela dimensão. Eu lembro-me perfeitamente, eu conheci Ricard a primeira vez, vejam lá quanto tempo, em 72. Conheci-o em Lovaina, porque eu acabei aqui o curso e despacharam-me lá a 100 à hora. Acabei em 72, fiz 72 em setembro. Cheguei lá e tinha que fazer o seminário com o professor Steenbergen e tinha que fazer mais 2 cadeiras por causa de fazer a preparação do doutoramento. E vi assim, e hermenêutica? Eu ouvi falar disto, mas não sei o quê. Pronto, e foi assim que eu conheci o Ricard. Fez um curso sobre hermenêutica, que foi dado em Lovaina pela primeira vez. Exatamente. Porque este é da mesma altura. Exatamente. Eu tenho a sebenta da altura, é por isso que eu quero te atravessar. Porque eu tenho a sebenta da altura, bem sublinhadinha, anotada, etc. Bom, e portanto, e o que é espantoso é que a partir daí, até à morte, nós continuamos os amigos de todo o coração, nos momentos graves da morte do filho dele e do meu filho, de um apoio mútuo muitíssimo grande, sempre pronto para é uma amizade, portanto, é difícil falar de Ricard sem ser a partir de um tema específico, do problema de mal, que era o que nos interessava hoje, a professora Luísa tratou espantosamente. Mas eu tratei esse problema com ele em 86, porque o filho dele, o Olívio, tinha acabado de morrer e o meu filho tinha morrido nessa altura. E, portanto, temos umas cartas trocadas entre nós, exatamente sobre a temática atual. E nesse aspecto, aliviou. se aliviou, nem queira saber. Aliviou sem ser a desculpabilizar, sem dizer coitadinha, que desgraça. Foi, aliviou porque ajudou a compreender melhor. A aceitar, no fundo, a compreensão nesse sentido é uma aceitação do outro ou da situação como diferente daquilo que nós queríamos. E isso ele aceitou. Ele aquilo foi extraordinário. Muitíssimo, muitíssimo. Ele dizia que eu ajudei. Não, ele dizia o contrário. Ou antes ajudámos, portanto, era aquela amizade que nada corta, porque é caminho que um e outro nos ajudam a fazer. E isso é extraordinário, não é? Portanto, eu trabalhei e fiz o meu doutoramento sobre ele, sobre a responsabilidade, e quando propus aqui na equipe para trabalhar a responsabilidade, disseram logo, mas isto não tem nada a ver com a filosofia, tem a ver com o direito, não sei quantos, não sei quê. E eu cheguei para a Beirreino, quer dizer, para a Beirreino, cheguei para isso assim, eu quero qualquer coisa, diga-me lá, eu quero a responsabilidade, mas dizem que não, é a responsabilidade mesmo. Pronto, mas foi assim. E portanto, foi um caminho muito próximo, muito amigo, mas eu acho que aquilo não nos interessa propriamente a minha relação com ele, interessa aquilo que ele nos deixou a todos, como herdeiros dele, que foi exatamente a capacidade que temos todos. A capacidade de, não é desconfiar, mas é de questionar, é de perguntar se não pode ser de outra maneira.
Isso deixa os professores estão habituados a falar alto. De todo modo, muito obrigado pelo testemunho que é... Não, o testemunho Tem é... factos. Tem que responder. Tenho. O valor em termos. Tenho muita correspondência, porque ao fim de tantos anos há muita correspondência. E há, sobretudo, alguma coisa que é vivant jusqu'à la mort. As pessoas não morreram com a morte não as matou, elas estão lá. Elas estão lá e é interessante, na medida em que lê-lo, é realmente readquirir a nossa capacidade de continuar a perguntar. E isso é que é extraordinário mesmo. Ele isso passava. E passou-me a mim, e passou a todos nós que estamos aqui, e passou a muitas outras pessoas. E pronto, é um contributo que não tem preço. E ele tinha uma coisa ótima, desculpa, também a acrescentar, é que tinha uma alegria de viver profunda. Uma alegria de viver que vinha, não sei de onde, mas que o fazia acreditar que na pergunta que fazia, a seguir ia avançar um centímetro. Ia ser 1 centímetro ou 1000, mas ia avançar. E ele continuava, e tudo lhe surgia como tema de pôr em questão. Portanto, era uma pessoa extremamente rica. Eu lembro-me que, uma das vezes, eu vinha muitas vezes, quando vinha para a minha casa, aqui em Lisboa, normalmente, e uma das vezes já tenho que ir à Gulbenkian, eu toda que é à Gulbenkian. E ele sentou-se, deu a volta a tudo. Depois fomos também para o Museu de Arte Antiga. Eu achei que tinha que levar às coisas boas. E depois dizia-me ele assim: o da Arte Antiga não me interessou. Este aqui gostei, porque repara, isto foi uma coleção particular. O que eu achei graça foi que ele, atrás de uma pluralidade de quadros de imóveis, ele estava a procurar, repara, o que é que o homem gostou quando fez estes primeiros quadros que comprou? Ele retomou a estrutura do Gulbenkian. Isso eu achei extremamente interessante. Mas depois eram pessoas e disse-me, era capaz de ir para um sítio qualquer e se esticar na real, olhar para o lado. E achar que era ótimo e que era muito bem. Era uma pessoa com um amor de vida, uma riqueza de vida espantosa. Portanto, é uma doce memória. Muito obrigado. Não. Bonjour, j'aurais une dernière question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, en France, il y a toujours eu un débat sur Heidegger et ça n'a pas fini, en fait. Et alors, ce qui est formidable avec Ricoeur, c'est qu'on a le sentiment qu'il est au-delà de ce débat. Parce que précisément, Ricoeur, c'est pas un Heideggerien, mais c'est un lecteur de Husserl. C'est vous l'avez rappelé, il chante avec la lecture de Husserl au Stalag. Sartre a lu Heidegger, Ricoeur a lu Husserl. Je crois que... Et du coup, ça lui a permis plus sa carrière américaine d'échapper à ça. Et forcément, quand on est dans une philosophie de la responsabilité, dans une philosophie du sujet, on n'est pas dans une philosophie de l'être. Et du coup, justement, les questions d'humanité qui ouvrent vers tout ce que vous avez dit, l'anthropologie, la psychologie, peuvent se poser. Est-ce que je suis trop schématique Comment dirais-je? C'est pour moi la question. Hein. Oui, bon, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, moi, je nuancerais un petit peu le jugement porté sur le rapport de Ricoeur à Husserl et Heidegger. C'est-à-dire que s'il fallait choisir, si vous me posez la question, dites-moi, Ricoeur est-il plutôt husserlien ou plutôt heideggerien? Je suis tout à fait d'accord, je dirais plutôt husserlien. Cela dit, Heidegger a joué aussi une certaine influence chez Ricoeur, surtout sur la question de l'herméneutique. Disons que parmi les plusieurs contributions qu'il a faites pour l'histoire de la philosophie et la philosophie contemporaine,
Ricoeur est, je pense, aussi connu surtout par son apport à la philosophie herméneutique, disons. Et là, il va reprendre des traditions qui sont déjà très anciennes, qui viennent d'Aristote, puis pour l'herméneutique romantique, Schleiermacher, Goethe, etc. Et puis, au XXe siècle, Heidegger et Gadamer. Mais il est beaucoup plus proche de Gadamer que de Heidegger, mais là, il faut qu'il reconnaisse que l'herméneutique ontologique, etc., de Heidegger a joué un rôle aussi très important. Et donc, mais il a un débat assez pointu avec Heidegger, parce que Heidegger dit que qui sommes-nous? Nous sommes l'être dont le propre être c'est d'interpréter. Le Dasein est celui qui interprète le monde et l'être, etc. Et donc, c'est ce que Ricoeur appelait la voie courte de la philosophie de Heidegger. Je suis là et j'interprète toute étape d'interprétation. Enfin, je simplifie beaucoup. Et donc, il substitue à ça ce qu'il appelait la voie longue de la réflexion. Tout en disant que si je veux comprendre quelque chose, il faut que je l'explique. Et donc, expliquer plus, c'est comprendre mieux, c'est ce qu'il disait. Et donc, il va vouloir récupérer toutes les sciences humaines en tant que moyen d'explication pour les intégrer dans sa propre démarche herméneutique. Et donc, il va essayer de composer cette influence herméneutique heideggerienne, gadamérienne, etc., avec les sciences littéraires, avec la théorie critique de l'école de Francfort, par exemple, parce qu'il a, par exemple, toujours été de gauche, plus ou moins. Il était un pacifiste chrétien de gauche, au début. Et même si, à un moment donné, il s'est affirmé toujours comme démocrate libéral, disons. Et donc, il a aussi introduit Rawls aux années 90 en France, aussi Rawls, Hannah Arendt, etc. Et donc, mais c'est-à-dire que politiquement, toujours un petit peu à gauche, disons, gauche libérale, et donc avec aussi une certaine influence de la théorie critique, c'est-à-dire Habermas, par exemple. Et donc, il a aussi décrit parfois son herméneutique comme une herméneutique critique. Donc, récupération des traditions, etc., Gadamer, Heidegger, etc., mais avec un penchant de transformation sociale, de penser la praxis, etc. Et dans tout ça, oui, toujours avec la préoccupation du rapport à Husserl, donc il va toujours essayer de mettre la phénoménologie husserlienne dans tout ce qu'il fait, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la théorie littéraire, etc. Mais donc tout ça pour dire aussi que Heidegger a joué un certain rôle. Donc il n'est pas heideggerien, mais il un rôle fondamental dans la question du sujet. Oui, bien sûr, l'herméneutique du sujet. Non, pas l'herméneutique du sujet, la destruction du sujet qui n'est pas une dissémination, une annulation, mais une herméneutique du sujet. C'est un rôle fondamental. Il faut voir que le truc avec Heidegger, le grand problème, ce n'est pas 42, ce n'est pas 38, c'est 34. À propos de la nomination à l'université. Donc c'était avant les Jeux olympiques. Donc le nazisme, à partir de 36, ça commence à être une chose. 37 alors c'est clair. Mais l'affaire des promotions à l'université, c'est la polémique avant 1933 avec Adorno. Oui, aussi. Avant. Et Jaspers, qui n'est pas bien vu par le régime, mais toléré. Il reste à la maison de sa femme. Donc il y a aussi un problème de tact. Mais le problème, c'est qu'il y a une réédition de L'être et le temps. Le livre de 26, qui a été L'être et le temps. écrit, un grand livre, avec la dédicace à Husserl. En 1941, il y a la réédition du livre. Il a enlevé. Donc c'est au niveau. Donc la culpabilité de Heidegger dans le nazisme, c'est très important, mais c'est tragique. C'est une affaire très compliquée. Très subtil. Et
Je ne sais pas ce que Ricoeur pensait là-dessus, mais je me dis que ce que Ricoeur disait serait probablement quelque chose de proche de Derrida, par exemple. C'est-à-dire, même assumant, disons que Heidegger était national-socialiste. Ce n'est pas clair du tout, mais disons qu'il était vraiment national-socialiste au moment, à une certaine époque. Même en l'admettant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et rejeter la philosophie heideggerienne à cause de ça, je pense. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'oublient pas. Par exemple, oui, bien sûr. Lévi-Strauss, un beau jour, en plus il est philosophe, il n'est pas anthropologue. C'est un philosophe belge qui vient dans les années 30, il part au Brésil, il devient un anthropologue. Et on a fait une entrevue à Strauss dans l'Express dans les années 84-85, qui était très bien. Et on a posé la question, et alors, parce qu'il y avait un monsieur qui avait écrit une biographie de Heidegger. Oui, Victor Garcia, je pense. Non, Victor Farias. Victor Farias. Oui, aux années 80. Oui. Et alors, je me souviens, et on a posé la question, Heidegger. Bon, je fais un effort, mais ça me tombe. Au bout de 3 pages, ça me tombe. Oui, mais quand même. Oui, mais ça marque. On n'oublie pas. Il y avait quand même un heideggerianisme très fort en France jusqu'aux années 80. Et c'était la parution, et pas seulement en France, en Belgique aussi, à Louvain par exemple. Et à l'époque, quand la biographie de Farias sort, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte pour la première fois de ce qui est devenu l'affaire Heidegger et qui décident de couper ces liens. Mais je pense qu'il faut séparer un petit peu les choses, personnellement. Oui. Il faut connaître la dimension psychologique du personnage. Il n'est pas forcément très courageux. Voilà. Et puis son caractère intellectuel. Pour rééquilibrer la chose, quand Adorno retourne des États-Unis, il a fait et ça c'est mon ressent, Adorno a fait un truc moitié-moitié avec Eisner. Avec qui? Pardon? Avec qui? Eisner. Eisner, ok. La musique du cinéma. D'accord.